Bienvenue sur le podcast du collectif We Are Luxembourg, le média business des outsiders. Dans ce podcast, on accueille des atomic leaders, des entrepreneurs, des changemakers et toutes celles et ceux qui développent de près ou de loin les humains que nous sommes. Je suis Romain Tisné, cofondateur du collectif, et vous souhaite la bienvenue sur ce média d'un nouveau genre. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are Atomic Leaders. Aujourd'hui, on a Isabelle Alvarez. Salut Isabelle. Bonjour Romain, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup de te prêter à l'exercice. C'est la première fois que tu fais un podcast, c'est ça? Absolument. Écoute, C'est mon premier podcast. Ravi de t'avoir avec nous sur Atomic Leaders. Isabelle, moi, je t'ai proposé de faire cet épisode parce que, en étant à Luxembourg, j'avais identifié avec l'équipe Ouillard que tu avais eu un parcours assez international, que tu avais fait plein de choses, mais aussi très local. Je suis un acteur d'ici. J'ai vu aussi que tu avais pris des responsabilités dans des associations à Singapour, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est suffisant pour avancer. Et puis, j'ai vu aussi que sur LinkedIn, tu te présentais comme quelque part une business coach et quelqu'un qui est en lien avec l'innovation. Donc, je me suis dit que tu étais dans la cible. Et donc, bienvenue sur le podcast, quoi. Très honoré de l'invitation. Merci beaucoup Romain. Alors, juste pour rappel, ça va durer 30-40 minutes. L'objectif, c'est qu'on donne un maximum de réponses et de valeur à ceux qui nous écoutent. Tu vas avoir le droit de poser des jokers si des questions ne vont pas. Ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, on se l'est dit en préparation, mais vous pouvez checker. Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici. Mais en tout cas, si c'est le cas, l'audience le saura. Et puis, le but, c'est qu'on essaye effectivement d'avoir cet échange et de voir à chaque fois qu'est-ce qu'on apprend sur le sujet du leadership, sur le sujet du collectif, et qu'on puisse avancer comme ça. Ça va pour toi comme règle du jeu? C'est parfait, je me réjouis. Eh bien, écoute, la première question que je pose à tous les invités, c'est raconte-moi comment tu es devenue la leader que tu es aujourd'hui. Alors, je pense pas que quand tu es jeune, tu te vois nécessairement comme le leader que tu es aujourd'hui, mais je pense qu'il est important toujours d'avoir une vision, personnellement à 5 ans, Ouais. où tu veux arriver. Donc, personnellement, quand j'étais étudiante, en dernière année, je me suis fait 4-5 pages de vision Ok. où je voulais arriver. C'est un exercice qui m'avait été proposé à l'époque par une société de chasseurs de tête à Bruxelles qui m'avait contacté Super. et que j'avais trouvé très intéressant. Et donc, j'ai fait cet exercice et je me suis vue responsable d'une petite équipe. Voilà, je me voyais manager, en fait, d'une petite équipe à l'international. Voilà, ça, c'était mon rêve à 2 ans. Tu as toujours le papier? Oui, je l'ai retrouvé, en fait, si tu veux, Sympa. en fouillant dans la chambre, dans ma chambre, quand Ouais. ça existe encore, mes parents, je l'ai retrouvé, j'ai trouvé ça très sympa. Et je l'ai trouvé extrêmement, comment est-ce que je vais dire, tout ce que j'avais écrit finalement est arrivé. Ok. Ouais, vraiment. Donc je pense que quand on parle de loi d'attraction, moi je crois beaucoup à tout ça, etc. Ok. Donc quand tu destines où tu veux arriver, c'est là où finalement tu arrives. Ouais. Et puis, il y avait toujours, quelques chansons, tu sais, New York, tu vois, être leader à New York, ce genre de choses. Et ça, c'est toujours des choses qui m'ont fait rêver, quoi, effectivement. Être leader d'une société à l'international, on va résumer. Ok. Parce que New York n'est pas le point important. Voilà. À ce Donc, moment-là, t'as quel âge? Enfin, c'est quoi ton contexte? T'es déjà dans le monde du travail ou tu rentres? T'es non, où à ce moment-là? j'ai 22 ans, je suis ingénieure commerciale. J'ai déjà la chance de travailler comme assistante universitaire. Donc, je donne des cours à des adultes. Voilà, Ok. je donne pas mal de cours déjà dans le cadre universitaire comme prof assistant. Mhm. Et je me pose la question de me dire, OK, je vais terminer ma dernière année, qu'est-ce que je vais faire? On me propose à l'époque de rester à l'université, ouais, et de devenir prof, en fait, tu vois, de faire mon PhD pour devenir prof. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais ça parce que j'étais passionnée de mathématiques, de logique flow et de voilà ce qui est devenu aujourd'hui en fait l'AI. Ouais, ok. Ça, on reconnecte, si tu veux, avec la partie innovation, où je pars au privé. Et à l'époque, voilà, je suis quelqu'un de dynamique qui bouge. Je dis, je peux pas rester ici. J'ai besoin de voir le monde, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de sortir. Il faut que ça bouge vite. Ouais. Voilà. Et donc, j'arrive un peu par hasard, contactée par cette fameuse société 3-4 mois plus tard, parce qu'en plus, ils me contactent, je fais les tests, ils me disent, t'es génial, mais en fait, tu parles pas néerlandais, donc on va rien refaire pour toi, puisque je parlais français, anglais, espagnol, et ils me disent, nous, tous nos jobs sont plutôt du côté néerlandophone en Belgique, donc
c'est vraiment dommage, mais on peut rien faire. 3 mois plus tard, ils me recontactent, fin juin, et ils me disent, bah, écoute, voilà, on a un poste possible dans une banque à Luxembourg. Je dis, ah, Luxembourg, c'est bien, c'est pas la Belgique. Enfin, cette fois, voilà, je sors de mon contexte. Et C'est à voilà. l'international. Voilà, j'emprunte la voiture de mon père et je pars faire mon interview. Et les conditions, c'était français, anglais, espagnol et des forces en mathématiques. Ouais. Et en résumé, j'arrive chez un banquier de Suez comme comptable de fonds. Hein, pour faire Ouais. voilà. Et donc là, c'est une société c'est une banque, mais qui bouge, qui a à sa tête un homme que j'ai beaucoup admiré, qui est Patrick Substrassen, qui est décédé aujourd'hui, mais qui faisait monter des jeunes. Ok. Et on me jette dans la comptabilité. Et tu dis, c'est un monde très dur, mais en fait, c'est le meilleur monde pour apprendre ce qui est dans les fonds. Tu apprends le détail, quoi. Ok. Et ça me revenir là-dessus. Moi, je pense que c'est important de comprendre le milieu dans lequel on travaille. J'ai changé, je ne suis plus dans le moindre détail, mais en tout cas, Bien à sûr. l'époque, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Toi, Et tu donc, penses que pour progresser et apprendre un métier, c'est important de faire ses classes à un endroit où on est dans l'opérationnel. je pense que c'est très aidant. Je pense qu'il y a des gens qui veulent aujourd'hui parfois faire des shortcuts, Ouais. mais c'est dommage. C'est dommage. Ok. Je pense que quand tu as vécu les détails, quand tu as vécu l'opérationnel, tu comprends mieux les choses. Et Ok. voilà. Après, quand tu deviens leader, j'ai fait un autre niveau. Ne pas connaître les détails dans le milieu où tu es et changer de milieu, c'est peut-être plus autant un problème, mais au moins, tu es proche d'une réalité. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà, on me donne ma chance 1 an et demi plus tard, on me donne ma première équipe, puis une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Voilà. J'ai de plus en plus d'équipes chez Banca de Suez. Il y a eu Donc, des tu es rachats. passé de manager à manager de manager. Je suis passée de manager à manager de manager dans la même société. Ok. Euh, on me donne des projets à l'international. Je suis partie en Cogne, je suis partie en Suisse, en plus de mes équipes. Parce qu'au bout d'un Ouais. moment, je dis, voilà, je gère mes équipes, mais je m'ennuie, donnez-moi plus. Donc, Ouais. Ok. on me donne des projets à l'international, qui est ce qui, j'irais, me fait vibrer aussi à l'époque. Ouais. Et donc voilà, je voyage, je participe sur des rachats de sociétés, des remises à niveau de société, je participe sur des setups de sociétés et de départements à l'international comme à Hong Kong. Voilà, donc tout ça, ça fait une période au total de 13 ans où en fait je ne change pas de société, mais à chaque fois j'ai des nouveaux challenges qui me sont proposés et c'est une période extrêmement riche. Voilà. Ok. Donc, de nouveau, aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui font du job hopping, parfois, tu vois, je vois Ouais. des CV où les gens changent chaque année ou chaque 2 ans. Bon, j'ai un référentiel où je trouve ça un peu dommage parfois. Alors, Ouais. je comprends si tu es dans une société qui ne te donne pas ces possibilités-là. C'est vrai que parfois, on n'a pas toujours ces possibilités-là. Ouais. Mais je trouve dommage parfois de faire du job hopping parce que quand tu fais du job hopping, à moins vraiment que le poste soit super intéressant, dans la même boîte, si tu es quelqu'un qui pousse, qui travaille, qui est énergétique, bah, tu as ces mêmes opportunités en fait. Et c'est plus riche, c'est plus deep en termes de compétences, de connaissances. Voilà. Ok. Donc toi, ce que tu dis, c'est finalement une carrière que tu construis dans le même environnement. Tu as le sentiment, en tout cas, que tu capitalises plus que si tu sautes d'un endroit à l'autre pour faire la même trajectoire. En tout cas, ça a été mon expérience Ouais. personnelle. Je ne dis pas que c'est pas Toi, tu t'es nécessaire. plus épanoui là-dedans. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire ça autrement, mais en tout cas, moi, j'ai bien réussi comme ça. Et je ne changerai pas pour le couleur du mode. Je pense que tu as des relations qui sont aussi plus profondes avec tes collaborateurs, avec tes collègues, avec ton management. Oui, c'est plus riche. Voilà. Ouais, c'est ça. Toi, enfin, tu t'as préféré la richesse de justement retravailler la relation avec ton écosystème plutôt que la richesse de la diversité qui est aussi intéressante quand tu changes. Mais effectivement, bah, tu vas effectivement moins loin dans les relations, dans l'engagement, dans la connaissance de ton métier et de l'environnement direct. Super. Par exemple, mon premier poste après 1 an et demi, le deuxième poste que j'ai eu, c'était, il y avait 200 clients, 200 promoteurs de fonds. Bah, j'ai fait le tour de l'Europe pour aller visiter ces 200 promoteurs de fonds. Tu Ok. vois. Une fois que tu as visité tous tes clients,
que tu as vraiment cette connaissance personnelle, en fait, avec les Ouais. gens, ça facilite aussi beaucoup le travail qui est derrière. Ok. Ouais, très clair. Je vous arrête une minute au milieu de cet épisode pour vous demander un mini-service. Smedia, c'est le projet d'un groupe qui travaille dur pour créer des super contenus. Alors pour nous encourager, vous pouvez faire deux choses. D'abord, abonnez-vous à la newsletter et à la page LinkedIn. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour nous, ça change absolument tout. Deuxième chose, si vous avez aimé l'épisode, ça serait sympa de le partager avec une ou deux personnes de votre choix que ça pourrait intéresser. Ça nous aide aussi à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre aide et je vous laisse avec notre invité. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé finalement de changer d'environnement, de partir à l'étranger, t'installer? Parce que je comprends que tu t'es aussi installé après à l'étranger pendant des années. Qu'est-ce qui a été le point de bascule et à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est peut-être le moment d'aller chercher d'autres choses? Bah écoute, j'ai toujours rêvé depuis ma plus tendre enfance de l'Asie. Et ça, c'est Ouais, bizarre ok. aussi. Même pendant mes études, je cotais dans une chambre où il y avait des bibliothèques, il n'y avait que des bouquins sur l'Asie et les maths, donc vraiment ce Ok. que j'adore. Donc pour moi, ça a toujours été un espoir, un rêve de partir travailler en Asie. Donc quand j'ai eu, je dirais, l'opportunité, bah, je l'ai saisie dans les 5 minutes et je ne l'ai pas lâchée. Ah, Voilà. d'accord. Euh, voilà. Et tout le monde m'a dit que voilà, que c'était pas logique, que j'allais casser ma carrière en partant à l'étranger. Et moi, j'étais certaine que non, dans le sens où c'était une expérience tellement intéressante, humainement et même au niveau du travail, enfin, que c'était impossible que tu vois que ça casse quoi que ce Ok. soit, au contraire. Voilà. Ok. Donc, Et quand il tu es y a des arrivé gens. en Asie, du coup, euh, enfin, est-ce que tu te rappelles de qu'est-ce que tu as dû ajuster dans ta posture de leader, dans ton rôle? Enfin, quels ajustements tu as dû faire pour que cette transition soit un succès? Bon, alors déjà, j'aime lire, et donc j'ai beaucoup lu avant de partir en Asie. Donc Ok. je me suis préparée à cette diversité de cultures et qu'est-ce que je pourrais trouver. Alors, je suis quelqu'un de très driven, très direct, très fonceur. Et donc j'ai lu que c'était peut-être pas une bonne idée là-bas Ah, ok. et qu'il fallait, tu vois, ralentir, être beaucoup plus dans l'écoute. Je dirais, n'être pas dans le personnel, mais être plutôt dans le team player, tu vois, Ouais. en faisant travailler les équipes, etc. Donc, je pense que quand je suis arrivée, je me suis adaptée. J'ai adapté mon leadership et j'ai plus été justement on va rester plus calme, on va écouter, voilà. Ouais. Et donc, ça a bien fonctionné. Moi, je me rappelle, mon manager à l'époque m'avait dit, oh, on t'envoie là-bas, mais on va voir comment ça se passe. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Parce que je suis arrivée préparée, parce que j'ai fait une adaptation, voilà, Ok. Ok. Donc, de tu t'es comment. préparé principalement par des lectures. Tu as eu d'autres. Qu'est-ce que tu as mis en place pour te préparer? Est-ce que tu avais déjà pris contact? Ou, enfin, tu avais fait des choses particulières? Alors, j'avais contacté mon réseau d'alumni et, Ok. euh, et donc j'avais pris contact avec quelques personnes là-bas. Il y en a certains qui travaillaient déjà, par exemple, pour l'ambassade ou certaines banques de la place, euh, des gens qui étaient là-bas aussi. Donc, voilà, donc j'ai repris contact avec eux par email. J'avais fait un voyage de découverte Ok. quelques mois auparavant où voilà, je les ai vus. Donc voilà, oui, je me suis documentée et repris de certains contacts pour arriver un peu plus préparée, effectivement. Ok, super. Et donc, tu es resté. Donc, c'était à Singapour, c'est ça? Oui, c'était à Singapour. Ok. Et à Singapour, du coup, tu es resté de nombreuses années. Tu as fait évoluer finalement une entité là-bas ou est-ce que tu as juste repris la gestion d'une entité qui est restée un peu stable? Je vois que tu as aussi eu différents rôles. Enfin, comment tu as vécu ces années-là? Donc, quand je suis arrivée, on avait donc déjà, je suis partie dans la même société. Ouais. Donc, c'est la société ici à Luxembourg qui m'a envoyée là-bas. Quand je suis partie, on avait du business à Singapour et à Hong Kong. Ok. Ouais. À peine arrivé, en fait, on a eu des possibilités sur l'Australie. Ok. Voilà, donc on a développé, je dirais, plus géographiquement. Cela étant dit, l'idée était vraiment de garder tout à Luxembourg. C'était plus un hub de représentation, de Ok. communication, de client service, etc.
Donc, voilà. Donc, au départ, c'était plus arriver, mettre les choses en place au niveau procédure. Il y a eu des gros changements législatifs quand je suis arrivée, l'équivalent un peu de la PSF, si tu Ouais, vois, poste conseil ici à très bien, ouais. Luxembourg. Voilà. Donc là-bas, il n'y a pas PSF, mais il y a un autre mode d'ailleurs qui correspond, si tu veux, à la culture. Ici, tu as PSF, donc on est dans un mode extrêmement régulé, donc par la CSSF. Là-bas, l'équivalent, c'est ce qu'on appelle le MAS. Ouais. Donc, voilà. Mais le MAS, je dirais, donne des guidelines et régule moins. Donc, ce n'est pas une législation, mais c'est des guidelines. Pose un cadre. Il pose un cadre et après, le marché, si tu veux, se régule un peu par lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est arrivé exactement quand je suis arrivée en 2014. En 2015, on a eu toutes ces guidelines qui sont sorties. Ouais. Donc, il a fallu remettre, voilà, faire tout le setup, etc. On était une petite équipe, donc c'est-à-dire, au moment où je suis arrivée, pour mettre tout en place, il m'a fallu 2 ans voilà, pour tout faire. Et puis, à partir de là, je suis plus partie sur la partie commerciale, visite extérieure, développement de la société. Ouais, super. Je vois que c'est intéressant parce que en parallèle de ton rôle opérationnel, tu as pris un rôle de présidente d'une chambre de commerce. Et c'est la chambre de commerce belgo-singapourienne, c'est ça? Je le dis correctement, c'est ça? Et du coup, ma question, c'est quoi le rôle d'un président? Enfin, c'est quoi le rôle que tu as eu dans ce truc-là? Et finalement, comment on lead des gens dans un cadre comme celui-là? Très différent d'une entreprise. Oui, ça, c'était une aventure qui a commencé vraiment par une rencontre par hasard. Donc, quand je suis arrivée à Singapour, j'ai regardé ce qu'il y avait un peu en termes de belge ou luxembourgeois, parce que voilà, je suis belge et luxembourgeois. Et j'ai trouvé qu'il y avait un business group belge qui organisait un lunch par mois. Donc, je me suis inscrite et je suis arrivée en même temps qu'une dame qui arrivait aussi avec son mari qui est avocate. Et très vite, cette dame qui avait du temps libre s'est mise dans le board et de fil en aiguille, elle est devenue présidente. Et donc, quand elle est devenue présidente, elle m'a dit Isabelle, pourquoi tu ne nous rejoins pas? Tu viens à tous les events. Voilà. Et donc, je lui ai dit écoute, je veux bien, mais je ne sais pas ce que je ferai. Et elle me dit qu'est-ce que tu penses qui n'irait pas? Que tu pourrais améliorer, qui ne va pas aujourd'hui. Je dis écoute, je trouve qu'on n'a pas de collaboration avec le monde externe et qu'il faudrait créer des liens avec les autres chambres, avec d'autres associations, etc. Et elle m'a dit c'est très bien, viens, elle fait ça. Et donc voilà, je suis arrivée, j'ai fait ça. 1 an plus tard, elle partait, elle, de Singapour, et elle m'a dit pourquoi tu ne reprendrais pas la présidence? Et j'ai jamais réfléchi à ça, et c'est pas ça, pour le coup, c'était pas du tout dans mes plans. Et bon, j'ai pris 2 semaines de réflexion et finalement, voilà, je me suis présentée au poste et donc j'ai été élue. Et en fait, elle et moi, on est restés proches, la première chose qu'on a faite, c'est transformer le groupe en chambre de commerce. Donc, à l'époque, c'était une entité, on va dire, plus petite, voilà, un event par mois. Et donc, pour te donner une idée, la première année, je crois que d'une dizaine d'événements par an, j'en ai fait une centaine. Et tu es présente à tous les events? Voilà, une centaine. On a pratiquement doublé le nombre de membres. Enfin, voilà, on a créé des comités. Enfin, je suis tombée par hasard, un peu comme Astérix et Obélix, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce monde-là, vraiment, parce que c'était donner de la valeur aux gens, vraiment. Donc, c'est intéressant ce point. En fait, c'est quand même des environnements, et en ce moment, c'est des sujets dont on parle avec plein d'associations, plein de gens, etc. Mais c'est quand même des environnements où les gens sont pas payés pour être là. Enfin, je veux dire, ils sont là sur base du volontariat, ils sont pas obligés d'être là. Comment finalement, c'est quoi les leviers? Parce que quand tu es CEO d'une entreprise, bon, les gens, ils ont un salaire, il y a une réciprocité, une contrepartie, mais là, concrètement, les gens, tu peux compter que sur les bonnes volontés, quoi. Et donc, du coup, c'est quoi ta secret sauce pour justement mettre en mouvement des collectifs de gens qui sont pas obligés d'être là? C'est leur donner du plaisir et de la valeur. Je pense que quand tu as la chance, quelque part, de pouvoir rentrer dans une communauté comme ça, je trouve que c'est une chance. Tu rencontres plein de gens
intéressants, plein de gens qui ne sont pas du tout dans ton milieu, je dirais, habituel. Ouais, Et donc, c'est une ouverture énorme. Ça te donne l'opportunité aussi de faire des ponts que tu ne pourrais pas faire parfois dans le cadre de ton travail qui sont fantastiques. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'opportunité de rencontrer la majorité des ministres, tu vois, à bien Singapour. J'ai sûr. rencontré le ministre luxembourgeois, la présidente de Singapour. Enfin, tu fais des rencontres qui sont juste extraordinaires que tu ne ferais pas peut-être dans le jour à jour de ton travail. Et donc, c'est une ouverture et une connaissance tellement forte que ça en vaut ça vaut l'investissement que tu passes sur tes soirées et sur tes week-ends. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai Ok. toujours vu. Ouais, Et alors, les gens autour de toi, tout le monde n'est pas toujours prêt à mettre le même investissement, mais c'est les ça. gens qui se mettent là-dedans, ils sont prêts à faire un investissement. Et donc, c'est utiliser les bonnes ressources au bon endroit. Ok. C'est ça. Ouais, donc quelque part, c'est essayer de trouver le point de rencontre entre le ROI qu'eux en attendent, alors dans ce qui est possible ou pas, et de voir comment tu peux créer ça. Et donc finalement, ce que je comprends, c'est que toi, tu étais dans une communauté où l'intérêt, c'était des rencontres et de voir ces gens-là. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu as multiplié par 10 le nombre d'events pour quelque part déclencher, enfin, avoir plus d'occasions de répondre à ces besoins-là. Alors, la démultiplication du nombre d'événements, au départ, venait de l'idée que si je voulais plus de membres, je devais créer plus de valeur et donc plus d'opportunités pour les membres, justement, de connecter et de faire du business, Ok. tu vois, ou Ok. d'apprendre quelque chose d'intéressant pour leur business, parce Ouais. que c'est juste au niveau business. Et donc, voilà, un lunch par mois, ça me paraissait beaucoup trop peu. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai un peu explosé les compteurs. Après, je suis revenue à une cinquantaine Ok. par semaine. On a fait une grosse année. Et voilà, j'ai fait une grosse année. Mais bon, c'était l'année du Covid aussi. C'était Ouais. 2020. Donc, Ok. on était bloqués à la maison, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de problématiques. Donc, les gens avaient besoin aussi de cette communication. Donc, il faut mettre ça Mhm. aussi en perspective, quoi. Après, Ouais, on est clairement. revenu, je te dis, à plutôt quelque chose d'une fois par semaine. Mm. Ok, super. Après cette expérience-là, donc tu es revenu à Luxembourg depuis 1 an et demi, c'est ça? Oui, à peu près un an et demi. Donc, ouais, c'est ça. Pour Depuis prendre octobre la tête 2024. de la société? Oui, toujours la même. Toujours la même, donc on est toujours à cet endroit. Qu'est-ce qui change entre finalement, c'est intéressant si on reprend la perspective. Il y avait Isabelle manager, donc si on reprend, bon ça je pense que c'était même pas envisagé sur le petit papier des 22 ans. On n'était peut-être pas encore jusqu'à CEO aussi, ou déjà tu avais cette idée que tu allais l'idée vraiment aller jusqu'au bout potentiellement de ce type de position? Mais, je pense qu'à un moment donné, oui, quand j'étais managing director, parce que j'étais managing director à Singapour quand même Ouais, pendant 10 ans, plus, ouais, bah, tu te dis what's next? ok. Donc, oui, oui, je pense que C'est alors, à ce moment-là que tu as commencé à l'envisager, en tout cas. Entre finalement le management que tu as eu au début avec manager, puis manager de manager, puis après il y a eu ce projet un peu filial, un peu loin, sur un bureau de représentation, ce projet de président d'association et ton nouveau rôle. Finalement, où sont les points communs et les différences que toi tu pourrais voir? Enfin, comment ce truc-là s'est affiné ou qu'est-ce qui a changé fondamentalement sur les différentes étapes? alors, moi, j'ai pas l'impression d'avoir de changer. Je pense plutôt que chaque étape m'a enrichi. Ok, Chaque étape, tu vois, m'a apporté de nouvelles compétences, de nouvelles connexions, etc. Et que tout s'est fait assez naturellement dans mon cas. ok, Voilà. Donc, ça n'a pas été quelque chose que j'ai, comme je t'expliquais par exemple sur la présidence, pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose qui mhm, est arrivé très par hasard. Mais par contre, voilà, j'ai appris énormément justement sur la gestion personnelle, sur les connexions, sur tout simplement aider les gens. Et en fait, que ce soit une entreprise ou une chambre de commerce, c'est la même chose. mhm. Après, j'ai fait d'autres rôles. Par exemple, j'étais dans le conseil d'administration, par exemple, aussi de l'école. C'était Ouais, à l'époque c'est une école de 3000 élèves, tu avais 400 personnels. Voilà, c'était de nouveau encore un autre milieu où j'ai vu d'autres choses et j'ai appris d'autres choses. Et toutes ces compétences, toutes ces difficultés parfois, tu ouais, vois,
bah, tu ramènes en fait cette connaissance dans ton rôle et en fait dans le prochain poste que tu Ok. prends tout simplement. Mhm. Après toutes ces expériences, quelle grande conviction, c'est une question un peu récurrente qu'on pose, mais est-ce que tu t'es forgé des grandes convictions sur le leadership, le collectif au sens large, sur la façon dont il faut ou dont t'aimes finalement l'idée des hommes et des femmes? Qu'est-ce que tu as développé comme grande conviction sur le sujet? Alors, je pense que ma plus grande conviction, c'est que bah, l'humain est au centre. Et je Mhm. pense que tout le monde doit te dire ça, mais pour moi, c'est très important qu'il faut pouvoir s'adapter, que Mhm. chaque personne, chaque équipe est différente. Et moi, j'ai vécu voilà, encore plus de plein fouet dans différentes cultures, différents pays, etc. Il ne Ouais, faut pas te dire, voilà, je fais comme ça fonctionne ici, et demain, je vais faire la même chose et ça va fonctionner. Ça, ok. j'y crois pas du tout. C'est plus une question de se dire, j'arrive, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Et quand je dis mais, c'est pas l'équipe, c'est Ouais, nos forces et nos faiblesses. C'est de dire comment est-ce que je fais travailler cette équipe sur ses forces d'abord, avant ses mhm. faiblesses, et que je couvre au lieu les faiblesses de l'équipe. Donc, comment est-ce que l'équipe est, je dirais, complémentaire. Ouais, ok. Pour moi, ça, c'est extrêmement important, c'est de te dire, bon, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bien entourée dans le sens, est-ce que tous ensemble, on a cette complémentarité. Et ça, Ok. c'est extrêmement important. Voilà. Ok. Euh, Et tu dis que tu commences sur les forces, c'est-à-dire en fait, tu commences par stabiliser, quand tu arrives dans un collectif, tu commences par stabiliser les forces, et après, tu me dis, tu essayes de voir comment tu couvres les faiblesses. C'est ça la technique? non, non, je pense que de manière générale, au niveau de l'individu, tu vas toujours travailler sur tes forces et pas sur tes Ok. faiblesses, hein, entre guillemets, plus sur tes forces. Et je pense qu'au niveau d'un collectif, quand tu arrives en termes de manager, ben, c'est la même chose. Tu dois prendre l'équipe que tu as, chacun a des forces et des faiblesses. J'ai des forces et des Ouais, faiblesses. tu J'ai des forces et des faiblesses. clairement. Et te dire, OK, c'est quoi les forces de chacun et comment Ouais. je pousse, si tu veux, ces forces et Je j'arrive à capitalise faire là-dessus. mon collectif. Et si tu te dis, bah, en fait, j'ai des faiblesses parce qu'il n'y a personne qui est fort dans ce domaine-là, c'est comment tu couvres en rapportant quelqu'un, Ouais. enfin, comment tu vas couvrir cette faiblesse que tu as dans l'équipe parce que tu n'as pas cette compétence ou cette connaissance qui était nécessaire. Mais il faut Ok. pour moi, au niveau de l'équipe, tu es tout ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est la première chose pour moi. Ouais. Ok. Et puis, deuxièmement, c'est écouter, écouter, écouter. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi. Voilà. Ça, Ok. c'est. Tu questionnes beaucoup sur le pourquoi on fait ça, enfin, quand tu dis pourquoi, ça couvre, enfin, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Alors, pour moi, le pourquoi, je mets la curiosité là-dedans. Je pense qu'il faut Ok. être curieux, qu'il faut avoir un œil d'enfant, comme je pense. Mhm. Donc, il faut avoir une curiosité permanente, Mhm. ce qui n'est pas toujours évident parce qu'en fait, quand tu arrives, tu es extrêmement curieux, tu apprends, etc. Mais Mhm. voilà, justement, quand tu es là depuis un moment, surtout quand tu restes longtemps dans un poste, te remettre en question, avoir cette curiosité, pouvoir dire, bon, j'ai fait ça il y a un an, mais est-ce que c'était la bonne chose? Est-ce que je peux pas reconstruire? Et comment est-ce qu'on reconstruit? Je pense que ça, c'est essentiel. Et de nouveau, quand je te dis c'est pas jeu, c'est en équipe. Mhm. Moi, je crois beaucoup si tu veux aller vite, tu vas tout seul. Si tu veux, je veux dire, aller loin, tu avances en équipe. Ouais, donc, Mhm. il faut pas. Parfois, il faut prendre le temps, justement, de faire ça. Il faut toujours prendre Mhm. le temps de faire ça ensemble. C'est ça, de ne pas aller trop vite tout seul et finalement te dire oui, je suis tout seul là et les autres ils sont restés derrière parce qu'ils n'y croient pas, ils ne sont pas Ouais. convaincus. Donc, oui, voilà, alors j'aime pas le mot consensus, mais en tout cas cette vérité commune, tu vois, Ouais. pour pouvoir avancer plus loin, peut-être un peu moins vite, mais plus loin. Ok. Tu as un rôle particulier qui est un rôle de CEO. Ce rôle de CEO, toi, comment tu le définis? Comment tu te l'es approprié? Enfin, c'est quoi, selon toi, la définition de cette mission-là? Comment toi, tu t'appréhendes ce rôle qui est unique, hein, je veux dire, chaque CEO a sa propre patte, son propre style et ses propres responsabilités. Comment toi, tu t'es approprié ce truc-là? Alors, pour moi, bon, CEO, managing directeur, t'es capitaine quelque part
d'un bateau. Ouais. Tu dois faire en sorte qu'il arrive à un bon port et qu'il arrive à bon port pour tout le monde, en tout cas pour voilà. Donc Ouais. pour moi c'est une Responsabilité de tout le monde. voilà énorme. J'ai très ancré ce côté humain, donc pour moi c'est non seulement les gens qui sont dans la société, mais les familles derrière ces gens qui sont dans la société. Pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Ok. Donc tu dois voilà mener les gens à bon port. Donc ça c'est ta responsabilité. À faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut pour travailler convenablement, donner la direction évidemment pour ça. Ouais. Mais de nouveau, la direction tu la construis pas seule, tu la construis Mhm. avec ton équipe. Et puis être aussi le lien avec le conseil d'administration Ouais. et faire en sorte de rapporter, tu vois, que ta direction elle soit en ligne avec ce conseil et que ce conseil d'administration, je dirais, te soutienne Ouais. aussi par rapport à cette direction et dans la mise en œuvre quelque part que tu as avec tes équipes de mener ce bateau à bon port Mhm. avec les difficultés qui peuvent être à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si c'est une société en croissance, mais c'est stabiliser la société. Moi, j'ai vécu ce type de situation, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Aujourd'hui, je travaille dans un domaine, on est dans le printing et le digital, Ouais. personnellement, au niveau business. Bon, le digital est en croissance, mais le printing, tu vas être en Bien sûr. décroissance. Donc, tu dois gérer aussi cette Les décroissance. transfos. Voilà. Et gérer la transfo qui est extrêmement compliqué. Je peux pas dire, je vais me lancer dans, je sais pas, quelque chose dans le retail, quelque chose. Ouais, bien sûr. Sans avoir la validation de mon conseil d'administration. Si j'étais fondateur de la boîte et que c'est ma boîte, quelque part, je pourrais. Ça, donc, tu vois, Mhm. Tu peux prendre ce le risque-là, poste, oui. voilà, le poste de CEO, je dirais, pour moi, c'est important. C'est, de nouveau, il y a toujours, t'as ton board et le management et t'as toute la boîte qui sont Ouais. des équipes. Ouais, j'aime bien cette notion de j'aime bien de bateau avec tout le monde à bord. Et c'est vrai que c'est intéressant cette notion de si j'ai 100 personnes, c'est 100 familles. Et donc du coup, ça te permet de peser un peu tes décisions. Aujourd'hui, être CEO dans un moment où on nous explique partout dans les journaux que l'IA va tous nous remplacer et qu'on est tous bons pour le revenu universel. Euh, Toi, tu es dans un métier qui probablement est impacté. Alors, j'imagine que vous n'avez pas attendu ChatGPT pour vous organiser sur des automatisations, mais euh, ma question plus fondamentale sur la personne, c'est comment toi, c'est quoi ton process à toi pour amener ce bateau-là avec des inconnus devant toi, parce que finalement, il y a beaucoup d'inconnus sur la façon dont ça va évoluer, à quelle vitesse, comment tout le monde va être impacté, vous, vos clients et tout. Comment toi, tu gères le fait de driver un bateau où on voit pas tout devant, quoi? Euh, Alors, premièrement, ce que je leur dis toujours, c'est que, voilà, pour le moment, il y a 150 personnes à Luxembourg. Je leur dis toujours, il y a 150 personnes, il y a 150 têtes Ouais, pensantes. Voilà. ouais, Donc, c'est déjà créer vraiment cet environnement pour remonter, pour faire en sorte, tu vois, qu'il y ait ces 150 idées en permanence. Je pense que ça, ok. c'est essentiel. Et c'est un Donc de bon travail. l'émergence de tout le monde. Voilà, Ouais, vraiment, il faut tout le monde avoir. Et ça, c'est essentiel. C'est pas nécessairement facile, mais c'est essentiel. ouais, C'est créer des environnements euh, de, de collectifs, de sandbox, de collaboration, de tests. Voilà. Donc, créer vraiment cet environnement d'innovation. Car c'est une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivée, pour que les gens aient les moyens de pouvoir, je dirais, aller vers cet avenir. Alors moi, ici, tu me parles de l'IA, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir Singapour, Luxembourg, et de venir de Singapour. Et je pense qu'en ouais. termes d'innovation, AI, etc., bon, c'est un peu plus avancé en Asie pour le moment qu'ici. Il n'y a pas de jugement dans Donc, ce qu'on dit, mais effectivement, on n'est pas à non, la il n'y a Silicon aucun Valley. jugement. Il n'y a aucun jugement. Mais donc, ça me permet, tu vois, d'avoir tu dis, j'ai pas la vision, ça me permet quand même d'avoir une certaine vision de Un tout petit ce coup qu'on peut d'avance. faire. Voilà, de tout ce qui est possible de faire, quoi. Ok. Qui m'aide à donner cette direction en disant, bah, tiens, ça, on n'a pas encore regardé, il faudrait qu'on regarde ça. Voilà, tu vois, donc, ça Ok. me permet d'avoir cette vision. Donc, tu te Donc, nourris finalement, tu as identifié des endroits. Donc, bon, toi, tu l'as identifié assez naturellement parce que tu y étais. Mais le conseil, c'est
tu identifies des endroits qui ont un cran d'avance sur nous Mhm. en observant très fort ce qui se passe par là-bas et en se disant, tiens, à minima, même si ça n'arrive pas tout de suite, il y a peut-être une opportunité à aller tester des choses en avance de phase ou déclencher ou au moins se préparer à des choses qu'on voit arriver ailleurs. Ouais. Je veux dire plus simplement, je pense que il faut pas toujours réinventer la roue. Ouais. Tu vois, je pense que quand tu veux faire quelque chose, il faut toujours te poser la question qui l'a déjà fait avant moi et où est-ce que je peux aller voir comment ça s'est fait, etc. Ça veut pas dire qu'il faut le faire de la même façon. Mhm. Ça veut pas dire que c'est dans le même contexte et dans le même environnement, mais tu peux toujours apprendre enfin, à des choses que tu peux rapatrier pour aller mieux et plus vite. Voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant parce que parfois il y a un peu l'ego de dire je vais trouver tout seul comme un grand, mais en fait non, toi tu dis il y a forcément quelqu'un sur Terre qui s'est posé la question avant moi, allons voir s'il y a déjà un truc qui existe et ensuite on prend ça comme point de départ. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ego parce que moi, j'ai toujours cette phrase qui me fait toujours sourire, je ne dis j'ai pas d'ego. Ouais. J'ai pas d'ego. S'il y a une meilleure solution dans la pièce qui est pas de bon, on la prend. Oui, je veux dire, je pense que, voilà, tu parlais de la position de CEO, je trouve que je suis un capitaine, mais je suis certainement pas meilleure que les gens autour de moi. Je suis là pour, tu vois, coordonner, voilà, faire en Ouais. sorte, voilà, euh, créer cette Ouais. direction, etc. Mais voilà, j'aimais bien d'ailleurs. C'est un rôle, une fonction. Mais Oui, c'est. c'est ça. J'aimais bien une, une rencontre qui m'a marquée Ouais. à Singapour, c'était avec Obama. Ouais. Là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il était venu pour un speech. Et il y a une phrase qui m'avait marquée. Il avait dit voilà, je suis pas voilà, exactement ça, je suis pas meilleur que mes équipes, mais l'intelligence, c'est de pouvoir s'entourer, tu vois, de Ouais. gens plus intelligents que moi. Ouais. Hein, c'est ça. C'est je regarde à m'entourer de gens plus intelligents que moi pour pouvoir prendre les Pour bonnes avancer. décisions, parce que c'est ça, moi je suis là pour faire en sorte qu'on prenne la bonne décision, mais donc il me faut des gens plus intelligents pour me donner le bon fil, pour la prendre. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi, qui m'a marqué Mhm. euh, et qu'il faut jamais perdre de vue. C'est pas parce que tu es CEO, whatever, Mhm. title, enfin, tu vois, que tu es meilleur que les autres. Au contraire, tu dois être plus ouvert et plus Ouais. humble. Est-ce que dans ta carrière, tu identifies des leaders, alors, tout à l'heure tu m'en as cité un rapidement, mais des leaders hommes ou femmes, hein, bien sûr, qui t'ont inspiré et si oui, quelle qualité tu leur reconnais? C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier qui t'a permis de te connecter à ces gens-là et peut-être lesquels de ces paramètres tu as repris à ton compte, hein, parce qu'il n'y a pas de copyright en management, donc peut-être que tu as repris des choses à ton compte. Enfin, qu'est-ce que tu as vécu de ce point de vue-là? Alors, de nouveau, je pense que, un peu comme on a dit, personne n'est parfait. Ouais, bien Et sûr. donc, voilà, on a tous nos qualités et nos défauts, mais je trouve que tous les leaders, quels qu'ils soient, que tu trouves dans ta carrière, ont quelque chose à t'apprendre. Ouais, Donc, ça, c'est une chose. Et le fait aussi de les observer, tu te dis, ben, ça, c'était génial, ça, c'était moins génial. ouais. Et donc, ça te permet de te construire. C'est un peu ce que tu dis. Donc, je t'ai cité Patrick Schorstrassen, qui était le CEO de la première banque où j'étais. Je trouve il avait une vision sur l'avenir. Il nous parlait de choses qui aujourd'hui encore n'existent pas. Ok. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on discutait. On discutait maintenant, c'était il y a 30 ans, je pourrais te dire, ouais, j'avais 2 ans, puis rajoute. Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais il y a encore des choses sur la place qui parlaient, qui ne se sont pas nécessairement faites, comme, je sais pas moi, maintenant ça arrive, quoi, avec les ETRF, etc. Mais à l'époque, c'était énorme. Donc, il avait une vision qui était fantastique et il avait cette habitude d'inclure les jeunes, tu vois, Ouais. à réfléchir à des idées sur l'avenir avec lui, justement pour le fider, qui était extraordinaire. Donc, vraiment quelqu'un avec qui j'ai adoré travailler. Ouais. Euh, Après, il y a eu, moi j'ai eu comme leader aussi Pierre Simino, qui est retraité aujourd'hui. Je ne sais pas si Ok. vous le permettez. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, qui a fait aussi une super carrière et qui était très inclusif, très à l'écoute, toujours à vouloir chercher pour donner des opportunités, tu sais, pour faire en sorte que tu avances. Donc vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Mhm.
Puis je suis passée chez Victor Buc, là où la même société où je suis, et là j'ai rencontré deux hommes. Je pense qu'il y en a au moins un que tu connais, qui est Nicolas Buc. C'est quelque Ouais, chose. que j'identifie, ouais. En tout cas, Voilà, je connais pas Nicolas Buc et personnellement, mais Renaud. j'identifie. Voilà, et Renaud Jamour, qui étaient deux vrais entrepreneurs. Mhm. Où je dirais que quand je suis arrivée, j'ai vu la façon de gérer la boîte. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup appris sur comment gérer une société avec eux. Mhm. Enfin, voilà, je pourrais continuer. Et puis après, Ouais. j'ai travaillé 10 ans avec une dame qui s'appelait Edith Maguerix, aussi, qui était fort dans l'innovation, etc. Et qui avait aussi une façon particulière de gérer les équipes. Enfin, j'ai appris beaucoup aussi avec elle. Donc, oui, il y a des choses que je me suis appropriées, euh, mais dans tout leur spectre, hein. Mhm. Donc, des choses que ça, je vais faire et ça, je vais essayer de pas faire. Euh, voilà. Et, pour chaque personne. Et je pense que c'est important de prendre, voilà, Mhm. prendre ce que tu estimes qui est le meilleur à prendre, parce qu'on est tous différents aussi, et qu'il y a des choses que tu vas apprendre, et il y a des choses que tu dis, bah, ça, ce personnel le fait très bien, mais moi, si je le fais, ça va pas passer. Tu vois? Ouais, je comprends. Donc oui, ça, il faut s'approprier, mais oui, il faut prendre le kit qui va avec, parce qu'il y a certains paramètres qu'on peut pas isoler, et on veut pas toujours prendre l'autre partie qui va dedans. Euh, Peut-être une dernière question avant de clôturer cet échange. Euh, c'est intéressant parce que tu as ouvert en me disant, euh, t'as ouvert en me disant à 22 ans, j'ai pris un petit bout de papier et j'ai écrit ma vision. Si jamais je te remettais en condition pour refaire cet exercice-là à 22 ans, mais en sachant tout ce que tu as appris depuis, t'écrirais quoi sur ce papier? En fait, quel conseil tu te serais donné, tu vois, rétrospectivement, à la Isabelle qui écrivait ce petit bout de papier-là? Je crois que je serais partie plus vite à l'étranger. Ok. Voilà, Tu aurais dit je va plus suis. vite voir ailleurs. Oui, oui, je suis partie à 40 ans en Asie. Je pense que voilà, je serais partie 10 ans avant. Je refais un hop aux États-Unis, tu vois. Alors, Ok. j'aurais essayé de me faire cette expérience plus, je dirais, locale à Ok. l'international plus tôt. Voilà. Ce qui t'aurait permis de quoi? Bah, justement, de mieux appréhender tout l'aspect, toute la profondeur humaine, bah, culturelle et que, que- qui peut venir en fait de ton environnement. Ok, super, d'accord. Donc le conseil, partez, partez, partez. Partez, 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 ouvrez-vous. Voilà, ça c'est vraiment je pense que écouter, poser des questions. Voilà, je pense que tous les leaders diront ça, mais je pense que la nouvelle génération aujourd'hui est beaucoup plus dans ce mode-là, et ça c'est Ouais. quelque chose qui est super. Et voilà. Ouais. On voit que effectivement ça bouge. Je pense, Isabelle, qu'on a dépassé le temps, mais tant pis, c'était intéressant, ça valait le coup. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces échanges. Moi, ce que je retiens, c'est il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de quand on veut mettre des gens en mouvement, il faut trouver ce qui les intéresse et essayer de le répéter, un peu ce qui s'est passé avec pour plus de membres, il me faut plus de connexion. J'ai bien aimé aussi le pendant de finalement changer de boîte tout le temps, ça amène de la diversité, mais rester dans la même. Il y a quelque chose au niveau de la profondeur qui te permet de grandir un petit peu dans tous ces sujets-là. Je pense que ça, c'est des messages qu'on entend peu finalement là-dessus. Et je pense que tu es la personne que j'ai eue sur le podcast qui a le plus d'amour pour l'international. J'ai jamais vu une personne autant drivée par ce truc-là. Je comprends que tu continues de voyager et tout. Donc, écoute, ça m'a donné envie d'aller voir un peu à Singapour, tout ça. S'il y a des endroits où on peut faire du business, ça peut être sympa. Je pourrais pas déménager, mais au moins aller visiter. Écoute, il y a plein de missions organisées par la Chambre de commerce. Je fais un petit peu de pub pour eux parce que je les Ok, adore. ça marche. Donc, je pense qu'il faut y participer et pas hésiter à aller faire des quelques visites. C'est très, très enrichissant. Voilà. Super. La dernière question qu'on pose souvent, c'est est-ce que tu identifies une personne
que tu aimerais bien entendre sur ces sujets-là, ou est-ce que tu as quelqu'un, voilà, pas forcément pas quelqu'un qui est pas dans ta société, mais quelqu'un, tu te dis, tiens, ça m'intéresserait d'avoir son avis, sachant que elle viendra si elle le veut et qu'on la harcèlera pas, mais est-ce que tu as un nom qui te vient comme ça spontanément? Mais voilà, pas du tout. Ok, tu m'as vraiment Pas du suivi tout. alors. Ah oui, on va suivre avec ça. On va suivre avec ça. Tu me diras ça. Écoute, Mais je pense merci qu'il y en a beaucoup. plein, en fait. Il y a plein. Ouais, Tout le bien monde a sûr, quelque chose bah, d'intéressant à raconter. je pense qu'on est au 50e épisode et qu'on en a encore quelques-uns devant nous, donc normalement, on va en trouver. Isabelle, merci beaucoup en tout cas pour ce temps, merci pour ces éléments, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. Et puis maintenant, faites votre boulot, diffusez ça et à bientôt. Au revoir Isabelle. Au revoir, Romain. Merci pour l'opportunité. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous à la newsletter et à bientôt sur We Are le podcast.